you wouldn't be able to tell that this guy has $180 million. Ça, c'est Takashi Kotegawa, un des traders les plus connus en day trading et a gagné des millions sur le marché avec sa simple stratégie. Les deux choses les plus folles de son histoire, c'est qu'il a commencé avec 13 000 $ et les a transformés en 8 ans en 150 millions. Ce qui est encore plus fou, c'est la stratégie qu'il a utilisée. Parce qu'il ne travaille pas dans une banque, ni dans un hedge fund, non, il travaille depuis son ordinateur et son téléphone, simplement depuis son bureau. Quel est son parcours? Comment a-t-il fait pour faire x1000 de son capital en 8 ans? Quelle est sa méthode de trading? Utilise-t-il des indicateurs précis? Et surtout que Takashi est encore en vie, que devient-il? Et vous allez voir qu'il a frôlé la ruine. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire la plus folle en trading, celle de Takashi et de sa stratégie. Après avoir passé des heures à fouiller partout sur internet, on a réussi avec mon équipe à retracer toute son histoire, ses différents mouvements sur le marché et précisément quelle est sa stratégie. Et vous allez voir, elle risque de vous surprendre, alors mettez-vous en plein écran et accrochez-vous. Tout commence dans les années 90. Pour comprendre sa stratégie, il faut comprendre qui il est. Takashi Kotegawa est né le 5 mars 1978 dans un Japon en pleine transition. La bulle économique qui avait fait rêver le pays pendant les années 81 a éclaté. Les marchés sont à genoux, les investisseurs fuient comme des rats, quittant un navire qui coule. Contrairement à l'image classique qu'on pourrait avoir avec un trader né dans une cuillère en argent dans la bouche, Takashi n'a rien de tout ça. Il n'a pas d'héritage familial, pas d'accès à des cercles financiers, ses parents ne dirigent pas de grandes entreprises et ne sort pas d'une école prestigieuse de Tokyo. Il vient d'un milieu modeste où le quotidien est rythmé par le travail, la discipline et des rêves simples. Il passe son adolescence fauchée, la vie normale d'un étudiant. Sa vie était complètement basique jusqu'au jour où il tombe sur un épisode télé. En 1998, NHK, une chaîne télévision japonaise, a diffusé une série sur la finance, avec notamment l'histoire du gestionnaire de fonds Victor Niederhofer ayant perdu 50 millions d'euros en trading. C'était un fou sur le marché, il ne faisait que du trading sur indice boursier et ce gestionnaire de fonds est surtout connu pour avoir fait 2 fois faillite. BNF, après avoir regardé la série, devient accro à la finance, à tel point que BNF, son pseudonyme, vient de là. Le fait de spéculer sur le marché, de prendre position à la hausse comme à la baisse et d'être rémunéré en fonction de ça. Il sent directement que derrière cette opportunité se cache peut-être le moyen de sortir de sa situation. En seulement quelques semaines, il devient passionné, quitte tout ce qu'il fait pour se concentrer à 100% sur ce domaine. Pendant 2 ans, il consacre corps et âme à cette quête. Imaginez-le assis, entouré de livres poussiéreux, de journaux économiques et de trading fait à la main. Parce que à l'époque, YouTube n'existait pas, ni les formations que vous pouvez trouver. Il analyse tout. Les tendances historiques, les fluctuations de prix, les indices boursiers. Chaque soir, pendant que d'autres jeunes de son âge sortent avec leurs amis en jouant à des jeux vidéo, lui s'enferme dans une bulle. Et c'est pas tout. Takashi comprend rapidement que pour réussir, il a besoin d'un capital de départ. Alors, il économise. Chaque yen qu'il peut mettre de côté est épargné méticuleusement. Pas de sorties inutiles, pas de dépenses superflues. Il vit simplement déterminé à accumuler les 13 000 $ nécessaires pour commencer à trader. Coup de chance ou coup de génie, à la fin des années 90, il arrive à atteindre ce capital au même moment où le Japon traverse une période économique encore plus sombre. La bourse de Tokyo est en chute libre. Les investisseurs paniquent et les titres des journaux parlent de récession et de faillite massive. Les économistes japonais appellent la décennie perdue, des actifs ayant chuté de plus de 70% à cause de cette crise. Pour beaucoup, c'est une période à éviter à tout prix. Mais Takashi voit la chance de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose fondamentale que la majorité des gens ignorent. Les crises créent des opportunités. Dans un marché baissier, les actions sont souvent vendues à des prix bien en dessous de leur valeur réelle et Takashi le sait et a un plan. En 2001, le moment est venu. Son capital, bien qu'il semble modeste, est prêt. Une somme dérisoire dans le monde du trading, où des millions sont nécessaires pour faire bouger les lignes. Mais Takashi sait que ce n'est pas le montant qui compte, mais la manière dont il est utilisé. Dans tous les cas, vu la situation dans laquelle il est né, il n'a pas le choix. Sa stratégie est simple, mais brillante. Il ne cherche pas à suivre la foule, ni à courir derrière les derniers titres à la mode. Non, lui, son objectif est de repérer des actions sous-évaluées. Celles que personne ne regarde. Celles que le marché a justement abandonné. Pour faire simple, quand tout le monde achète, il vend. Quand tout le monde vend, il achète. Dans une interview, Takashi explique qu'il cherche uniquement des actions sous-évaluées, celles qui ont chuté de 20 à 35% en dessous de leur moyenne mobile sur 25 jours. Ce genre d'action est selon lui une candidate parfaite pour un rebond à court terme, ce qu'on appelle un short term reversal. Son but, lui, c'est juste jouer ce rebond, quand le marché change de tendance et passe de baissier
à haussier. Le prix reviendrait sur ces zones et il ferme directement le trade. Dans différents articles, il raconte que ces trades durent maximum 2 à 6 jours. C'est ce qu'on appelle faire du swing trading. Mais au début, c'était pas simple. Il savait que cette stratégie avait du potentiel, mais beaucoup trop de ses trades étaient perdants. Et son capital, petit à petit, était en train de fondre. Chaque matin, lorsqu'il se connectait à son compte de trading, c'était douloureux pour lui de voir les pertes s'afficher sur ses écrans. Surtout que cet argent était tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait économisé depuis son adolescence. Les faibles abandonnent, les vaillants redoublent d'efforts. C'est un des mantras de BNF. Alors, il se concentre, essaie de comprendre d'où viennent ces pertes et se rend compte de 2 choses. 1. La quasi-totalité de ses trades perdants étaient sur des marchés hors Asie. Il se rend compte qu'il devait se concentrer uniquement sur le marché asiatique parce qu'il arrivait mieux à comprendre la psychologie de ses confrères alors que sur les autres continents, c'était complètement différent. 2. Il avait besoin de volatilité sur le marché. La plupart des trades qui échouaient venaient aussi du fait que le marché ne bougeait pas assez. Et ça, c'est un déclic pour lui. Après avoir longuement réfléchi sur comment trouver la volatilité, il arrive à la trouver de 2 façons. Déjà, par secteur. Il se rend compte qu'il y a des secteurs beaucoup plus volatiles que d'autres, notamment chez les entreprises technologiques, les sociétés dans le secteur bancaire, mais surtout celles des matières premières, donc les compagnies de pétrole, vous connaissez sûrement Total, de minage d'or ou de terres précieuses. Si jamais il n'avait pas d'opportunité sur ces secteurs, il ne rentrait pas. Ensuite, avec le temps, il a construit un screener, un tableau qui reporte une liste de valeurs qui peut filtrer de plusieurs façons, notamment rajouter une colonne qui permet de montrer les entreprises qui ont le plus chuté sur les dernières 24 heures ou 48 heures. Il passe des nuits entières à scruter les graphiques, analyser les tendances. Son œil, avec le temps, est entraîné à repérer les anomalies. Il arrive à les détecter. Et lorsqu'une opportunité arrive, il frappe rapidement. Il achète, attend un rebond, puis revend en profit. Et pourtant, à ce stade, personne ne connaît son nom. Il n'est qu'un jeune homme parmi tant d'autres, assis devant un ordinateur dans un petit appartement japonais. Mais ce qu'il fait avec ses 15 000 $, cette année-là, va changer sa vie. En quelques mois seulement, avec ses stratégies, il transforme ce modeste capital en $1 million. Sa vie bascule complètement. Il passe d'un japonais fauché à enfin pouvoir vivre la vie qu'il a toujours souhaité. Un exploit qui semble presque irréel. Est-ce que c'est un coup de chance? Peut-être. 2002 arrive et le monde entier est en euphorie. Le Japon reprend des couleurs et arrive à se démarquer sur le marché. Des valeurs technologiques poussent, les marchés sont en feu. Mais vous connaissez la stratégie de BNF. Pour gagner, il a besoin d'un marché baissier. Sans ça, impossible pour lui de performer. Le stress monte et se demande si un jour, il pourra retrouver les gains qu'il avait fait avant. En 2005, un trader de Mizuho Securities, une des plus grandes institutions financières japonaises, doit vendre une action de JCOM Holding pour 610 000 yens. JCOM Holding, c'est une entreprise de télécommunications et de recrutement qui était en train de faire son IPO, donc son intégration en bourse. C'est une transaction banale que fait cette institution. Mais dans la précipitation, un trader fait une erreur monumentale. Plutôt que de vendre une action de JCOM à 610 000 yens, il met en vente 610 000 actions pour 1 yen, c'est-à-dire moins de 1 centime d'euro. C'est ce qu'on appelle en trading un fat finger trade. En gros, il misclick. Sauf que le chaos s'installe. Cette erreur déclenche une panique totale. Les investisseurs voient les actions de JCOM Holdings s'effondrer à un prix absurde et commencent à vendre leur part par peur d'une dégringolade encore plus violente. Les actions sont littéralement bradées, comme si la société n'avait jamais existé ou ne valait plus rien. Mais pendant ce temps, Takashi est à son poste. Comme tous les jours, calme et concentré. Il applique sa stratégie. Marché qui s'effondre sous la moyenne mobile, valeur technologique donc volatile et en plus japonais. Quand d'autres traders paniquent, il analyse. Et là, il comprend rapidement ce qui se passe. Ce n'est pas une crise économique, c'est pas une mauvaise nouvelle liée à l'entreprise, c'est une erreur humaine. C'est une anomalie que seuls les plus observateurs peuvent exploiter. Parce que en trading, on a ce qu'on appelle le carnet d'ordre. C'est un peu un tableur Excel qui permet de noter tous les ordres d'achat et de vente que font les traders. Et il voit ligne 14, cette erreur faite par Mizuho Securities. Sans perdre une seconde, Takashi intervient. Il achète 7100 actions de JCOM Holding, ce qui représente presque 49% de la société. En un clin d'œil, il devient pratiquement l'actionnaire majoritaire d'une entreprise cotée en bourse depuis son ordi. Takashi ne réalise pas que ce trade va changer sa vie à jamais. Parce que dans les prochaines heures, l'erreur de Mizuho Securities va être découverte. Et c'est évident, mais le prix des actions remontera rapidement. Ce n'est qu'une question de temps. La nuit tombe et les discussions s'intensifient en coulisses. Mizuho Securities se rend compte de son erreur et panique. Ils savent que la situation est critique. Si cette histoire s'ébruite davantage, leur réputation prendrait un coup fatal. Ils doivent à tout prix retrouver la trace du trader qui a acheté leur action. Et en faisant jouer leur contact, ils remontent jusqu'à notre tendre ami. C'est là que les négociations commencent. Ils n'ont pas le choix. Laisser un particulier comme lui détenir 49% de JCOM Holding est inconcevable. Les échanges sont tendus, mais Takashi lui reste imperturbable. Il sait qu'il a l'avantage dans cette situation, comme à son habitude. Finalement, un accord est trouvé. Mizuho Securities rachète les parts de Takashi à un prix bien supérieur à celui auquel il les avait achetées.
Le résultat, Takashi empoche un profit massif de 2 milliards de yens, soit environ 15,5 millions d'euros. Cet épisode devient rapidement public et Takashi est propulsé sur le devant de la scène. Les médias lui donnent un surnom emblématique, G-Com Man. Pour Takashi, ce coup de génie est la validation de sa méthode, de sa stratégie et de son approche unique sur les marchés. Sauf que même les légendes ne sont pas invincibles. En 2008, Takashi Kotegawa, pourtant célèbre pour son intelligence et sa discipline, va faire une erreur qui lui coûtera cher. Une décision qui, bien que désastreuse, sera aussi une leçon importante dans sa carrière. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. La crise des subprimes frappe durement l'économie américaine. Par extension, les marchés financiers du monde entier. Les grandes institutions bancaires, autrefois jugées too big to fail, donc trop grandes pour faire faillite, vacillent les unes après les autres. Et au cœur de la tempête se retrouve Lehman Brothers, une banque d'investissement mythique mais en grande difficulté. Lehman Brothers, autrefois un pilier du système financier mondial, voit le prix de ses actions chuter brutalement, perdant jusqu'à 75% de leur valeur en quelques semaines. Pour beaucoup, c'est un signe clair que la banque est sur le point de s'effondrer, mais pour certains traders, c'est aussi une opportunité. Et Takashi est ceux qui voient et saisissent les opportunités. Depuis son bureau, il observe les chiffres. Cette chute libre lui rappelle de nombreuses opportunités qu'il a saisies dans le passé sur les marchés baissiers japonais. Après tout, il a bâti sa fortune en identifiant des actions sous-évaluées et en pariant sur le rebond. Mais cette fois, les règles sont différentes. Takashi décide d'agir. Il ouvre son trade, mise très gros, 4,9 millions d'euros à l'époque sur les actions de Lehman Brothers. C'est une somme colossale, même pour un trader de sa catégorie. Mais cette fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Takashi découvre rapidement que le marché américain n'est pas le marché japonais. Et là où il avait l'habitude d'anticiper les mouvements des investisseurs nippons avec précision, il se retrouve face à un environnement qu'il maîtrise mal. Les dynamiques sont différentes. La psychologie aux États-Unis des investisseurs est différente. Et surtout, l'ampleur de la crise dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Résultat, une perte monumentale. En quelques jours seulement, ces 6,5 millions de dollars s'évaporent. C'est une somme qui pourrait ruiner n'importe quel autre trader, mais pour Takashi, c'est bien plus qu'un revers financier. C'est un rappel brutal des limites de sa stratégie et de la nécessité de ne jamais s'écarter de ses fondamentaux, trader uniquement sur les marchés japonais. Dans des interviews ultérieures, BNF admettra que sa décision était une erreur de jugement. Ce qui l'a conduit à cette perte n'est pas une mauvaise analyse, mais surtout le fait qu'il avait trahi sa propre règle. La règle numéro 1 de Takashi, ne jamais investir sur des marchés qu'il ne connaît pas. Le marché japonais, il le connaît comme sa poche. Il comprend les cultures, les dynamiques économiques et le comportement des investisseurs. Mais le marché américain, c'est un terrain inconnu pour lui, régi par des forces qu'il ne maîtrise pas. Cette expérience est douloureuse, pousse Takashi à un profond questionnement. Pourquoi a-t-il pris ce risque? Est-ce l'attrait de la nouveauté? L'envie de prouver qu'il pouvait réussir partout? Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que cette erreur sera un tournant dans toute sa carrière. Plutôt que s'enfoncer dans la culpabilité et la frustration, Takashi décide de tirer les leçons de cet échec. Il comprend que sa force réside dans la capacité à respecter ses principes, à rester discipliné et à opérer dans un environnement qu'il maîtrise parfaitement. Cette perte de 6,5 millions de dollars est une piqûre de rappel. Même les meilleurs peuvent tomber. Pour lui, cette erreur est un échec. Oui, mais aussi une étape nécessaire pour son parcours. Car sur les marchés, c'est pas seulement une question de gagner ou de perdre, mais de savoir comment réagir lorsque les choses tournent mal. Takashi comprend qu'il doit retourner sur un terrain qu'il maîtrise parfaitement, le marché japonais. Là où il a bâti sa réputation, là où il a prouvé que sa méthode fonctionne. Après s'être remis de cette chute, il décide de se reconcentrer sur le marché japonais. Et ça tombe bien parce que le Japon est en train de connaître une nouvelle crise. Les marchés sont devenus instables, la confiance des investisseurs est au plus bas et beaucoup fuient les actions sur des investissements jugés beaucoup plus sûrs. Mais pour Takashi, c'est exactement ce qu'il attendait. Les opportunités naissent dans le chaos. Plutôt que de jouer la prudence après sa perte, Takashi prend une décision audacieuse. Investir massivement. Il injecte 64 millions de dollars dans le marché japonais. Et attention, c'est pas un pari désespéré. Takashi ne mise pas tout sur une seule entreprise ou un seul secteur. Avec une précision chirurgicale, il répartit cet argent sur plus de 90 sociétés différentes. Des entreprises sélectionnées dans sa méthode éprouvée. Des actions sous-évaluées ayant perdu 20 à 35% par rapport à leur moyenne mobile, mais présentant un potentiel rebond à court terme. Une stratégie audacieuse mais méthodique qui avait déjà fonctionné. Chaque position est calculée. Chaque décision repose sur des heures de recherche et d'analyse. Takashi sait qu'il ne peut pas se permettre une autre erreur. Alors il applique une discipline de fer, surveillant de près chaque mouvement sur le marché, prêt à ajuster ses positions si nécessaire. Les jours passent et le marché reste morose. Takashi doute. Les investisseurs continuent de vendre et les prix des actions stagnent. Beaucoup auraient coupé leur position pour éviter les nouvelles pertes. Mais pas Takashi. Il sait que les marchés baissiers, bien que longs et difficiles, finissent toujours par se retourner. Puis, enfin, le moment qu'il attend
arrive. Les premiers signes de reprise économique se manifestent. Les marchés commencent à rebondir timidement, mais suffisamment pour que Takashi voit une opportunité. Avec une précision qui semble presque surnaturelle, il revend ses actions au moment parfait, juste avant que la volatilité ne reprenne. Résultat, sur cette opération, un profit colossal de 12 millions de dollars. La perte sur Lehman Brothers aurait pu entacher sa carrière, mais il a su rebondir avec intelligence et discipline, prouvant que même les meilleurs peuvent faire des erreurs, mais que ce sont leurs réactions qui les définissent. Le retour triomphal consolide la réputation de Takashi comme l'un des génies du trading japonais. Non seulement il a récupéré ce qu'il avait perdu, mais il a également renforcé sa méthodologie, montrant que le marché récompense la patience, la discipline et surtout sa stratégie. Après des années à dominer les marchés financiers, Takashi Kotegawa décide de tourner une page. Ses exploits sur le marché japonais, son flair pour repérer les opportunités et sa capacité à transformer des crises en succès ont fait de lui une légende. Mais même les légendes savent qu'il y a un moment où il faut ralentir, regarder plus loin et penser à l'avenir. Entre 2014 et 2021, Takashi entame une nouvelle phase de sa vie, celle de la diversification. Fort de sa fortune accumulée grâce à des années de trading méthodique, il choisit d'élargir ses horizons, au-delà des écrans et des graphiques. Son objectif, assurer une stabilité durable pour lui et toute sa famille. Takashi commence par investir dans l'immobilier. Comme toujours, il ne fait rien à moitié. Il devient propriétaire de plusieurs immeubles, choisissant avec soin des biens situés dans des emplacements stratégiques, offrant à la fois sécurité et potentiel de rendement. Ces investissements marquent une transition dans sa vie. Loi du stress, des marchés financiers, où chaque minute peut valoir des millions, l'immobilier, lui, offre une certaine sérénité. Mais c'est pas tout. Il explore également d'autres avenues d'investissement, diversifiant son patrimoine dans des secteurs plus traditionnels, mais toujours avec la même méthodologie qu'il a fait, une analyse minutieuse, une approche disciplinée et un souci constant de minimiser les risques. Malgré sa réussite, Takashi reste fidèle à lui-même. Discret, presque énigmatique. Là où deux traders de son calibre auraient cherché la gloire ou l'attention médiatique, lui préfère rester dans l'ombre. Il ne donne que très rarement des interviews et lorsqu'il le fait, ses réponses sont brèves et pleines d'humilité. Dans le monde du trading, son nom continue d'inspirer. Les forums de traders, les écoles de finance et même les investisseurs amateurs parlent encore de BNF et se servent toujours de cette stratégie. Cet homme qui a transformé 15 000 $ en 150 millions. Celui qui a défié les crises et qui a bâti un empire sur ça. Pour une génération de jeunes traders, Takashi incarne l'idée que la discipline, le travail acharné et une vision claire peuvent mener à des sommets inimaginables. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Takashi Kotegawa est-il un simple génie du trading ou l'exemple parfait qu'on peut accomplir n'importe quoi avec de la discipline et de la stratégie? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est surtout la simplicité de sa stratégie et ça montre à quel point si on veut réussir en trading, ça nous sert à rien d'avoir une stratégie avec des milliers d'indicateurs, des milliers de confirmations. Il faut juste avoir une méthode qui est simple, qui est backtestée, qui est rentable et l'appliquer bêtement. Ce qui me choque aussi, c'est sa capacité à tout le temps risquer plus et ne pas se contenter de ce qu'il a. Je sais pas personnellement si jamais j'atteins ce capital de venir risquer 50% de mon patrimoine sur une seule conviction. Mais pour lui, ça a payé et c'est une démonstration que dans le monde du trading, tout est possible pour ceux qui savent observer, analyser et agir au bon moment sans se précipiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais vous voulez aller plus loin en trading, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Dessus, je vous partage moi ce que je fais au quotidien pour gagner de l'argent sur le marché, mais aussi les stratégies beaucoup plus poussées que j'utilise. Sur ce les amis, mettez votre meilleur pouce bleu et puis on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper, bon trading à tous, ciao.